Bienvenue sur Europe et Globe, le podcast qui explore le monde d'aujourd'hui et change notre regard sur les défis de demain. Vous l'aimez noir ou au lait ? Chaque jour, vous succombez à un petit morceau de chocolat parce que c'est bon pour le moral. L'Europe est le premier consommateur de cacao au monde. Les pays européens achètent en effet 56% de la production mondiale. Et si nous comparons notre consommation avec celle d'autres pays, on se rend compte que les Allemands mangent 11 kilos de chocolat par an, les Français 3 kilos, et les Indiens et les Chinois seulement 200 grammes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce produit ô combien apprécié de tous, le cacao. Nous allons tenter de savoir si votre tablette de chocolat préférée a un impact sur la déforestation en Afrique. Bonjour, je suis Élodie Ritzenthaler. Bonjour, je suis Aïssata Thiam-Leonov. Et ceci est un podcast d'Europe et Globe. Rappelons que le règlement zéro déforestation de l'Union européenne, que nous appellerons le RDUE, a été adopté en 2023. Il devient obligatoire le 1er janvier 2026 et il oblige les entreprises qui mettent du cacao sur le marché de l'Union européenne à se conformer aux lois des pays producteurs sur les droits de l'homme, en matière sociale et environnementale. Ces opérateurs doivent également fournir les coordonnées GPS des parcelles d'origine des produits. Et toutes ces informations seront rassemblées dans un document de diligence raisonnée qui pourra être vérifié par les autorités des États membres de l'Union européenne. Ces autorités pourront ainsi s'assurer que les parcelles sur lesquelles sont cultivés le cacao qui est importé et qui arrive par tel ou tel conteneur au port d'Amsterdam, du Havre ou de Hambourg n'ont pas été déforestées depuis le 31 décembre 2020. Pour commencer, faisons d'abord un point sur le cacao. D'où vient-il ? Et quelle est la situation des principaux pays producteurs africains ? Le cacao vient à l'origine d'Amérique centrale et du Brésil, et il a été introduit en Afrique au XIXe siècle. D'abord au Ghana et à Sao Tomé et Principe, puis en Côte d'Ivoire. Le Ghana a été le premier producteur mondial jusqu'aux années 70, et il a perdu son leadership au profit de la Côte d'Ivoire, qui n'a cessé d'augmenter ses surfaces cacaoyères. Le Nigeria était également un gros producteur, mais l'essor de l'exploitation pétrolière a freiné le développement de l'agriculture, y compris le cacao. En fait, on voit que l'Afrique représente aujourd'hui plus de 82% de la production mondiale de cacao. Oui, absolument. 15 pays africains produisent du cacao, mais les plus grands sont de loin la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ensemble, ils représentent 67% de la production mondiale de cacao. En troisième et en quatrième position, on a le Cameroun et le Nigeria. Mais si l'on revient à la Côte d'Ivoire, elle a produit à elle seule plus de 2 millions de tonnes en 2022. Le Ghana, 1 million, et puis le Cameroun et le Nigeria, environ 300 000 tonnes chacun. Parmi les autres pays, il y a le Libéria, la Sierra Leone, le Togo et la Guinée-Conakry pour l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, il y a le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la RDC, Sao Tomé et Principe, et puis on a aussi l'Ouganda, Madagascar et quelques autres. Il faut comprendre que la production de cacao dans tous ces pays est quand même bien plus limitée. Et puis, on sait que plus de 90% des producteurs de cacao sont des petits paysans et ont des parcelles de 2 à 5 hectares seulement. On compte ainsi 6 à 8 millions de petits exploitants agricoles en Afrique qui dépendent directement du secteur du cacao et 25 millions indirectement. Mais en Côte d'Ivoire, l'aventure du cacao a commencé il y a presque un siècle. Et c'est seulement à partir des années 50-60 que la production s'est vraiment intensifiée. Maintenant, le cacao, c'est un quart du PIB ivoirien, c'est-à-dire que le secteur est vraiment très important pour le pays. Tu as raison.
Au Ghana aussi, le cacao est un secteur clé. Mais dans les deux pays, Côte d'Ivoire et Ghana, ce sont des systèmes de monoculture agricole qui ont été développés. On se rend compte aujourd'hui qu'ils se révèlent moins résilients aux aléas climatiques et aux ravageurs par rapport à l'agroforesterie cacaoyère. Le baromètre du cacao, qui est une étude annuelle, souligne en fait que la production de cacao a augmenté de 20% dans le monde entre 2012 et 2022. Et puis pendant toutes ces années, on a pu constater que l'augmentation du volume de production du cacao n'a pas été due à une meilleure productivité à l'hectare, mais plutôt à l'agrandissement des surfaces au détriment des forêts. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut se rappeler que les forêts de Côte d'Ivoire et du Ghana, ainsi que de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, ont presque disparu en l'espace de 50 ans, et que même les zones protégées sont menacées. Mais, Élodie, qu'en est-il des autres pays producteurs ? En dehors des deux leaders, le Ghana et la Côte d'Ivoire, les autres pays producteurs cultivent surtout du cacao sous couvert forestier. Le cacao est intercalé avec d'autres arbres. Jusqu'à présent, on peut donc clairement affirmer que le cacao a participé directement à la déforestation en Côte d'Ivoire et au Ghana, mais c'est pour le moment moins évident, par exemple, dans les pays du bassin du Congo, parce que cette production y est beaucoup plus limitée. Mais le risque de déforestation à cause du cacao existe dans ces pays. Alors, quels sont les enjeux actuels, surtout avec le changement climatique ? Tout d'abord en raison du changement climatique, mais aussi parce que les cacaoyers sont vieillissants. La production de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana a beaucoup diminué ces dernières années. L'augmentation des précipitations a eu des conséquences sur la floraison des cacaoyers. Et donc pas de fleurs, pas de cabosses. Oui, tout à fait. Et la baisse des productions a entraîné une hausse des prix du cacao. En conséquence, les opérateurs cherchent de plus en plus à diversifier leurs sources d'approvisionnement, ce qui est une opportunité pour développer la filière cacao dans d'autres pays. C'est intéressant de comprendre ces dynamiques sur le continent, mais c'est également important de comprendre comment cette filière cacaoyère est organisée et de voir qui sont les acteurs. On a environ une dizaine de grandes multinationales qui contrôlent l'ensemble de la filière cacaoyère, alors que des millions de petits planteurs cultivent du cacao. Mais on voit que la plupart des opérateurs ne se sont pas réveillés en 2023, quand le Parlement européen a adopté le règlement zéro déforestation pour mettre en place des bonnes pratiques de durabilité. Et il faut savoir que pour le cacao, le risque réputationnel pour les entreprises est plutôt élevé. Ah, ça, c'est un sujet majeur. Oui, et donc, poussés d'abord par les consommateurs, mais aussi par des ONG, les grandes entreprises se sont lancées dans des codes de bonnes pratiques, et puis vers des démarches de certification comme Rainforest Alliance, Fairtrade pour le commerce équitable, ou la certification bio par exemple. Déjà en 2020, plus de la moitié du cacao était certifié. Il répondait donc à des indicateurs sociaux ou environnementaux. Et en 2024, ces organismes de certification ont revu leurs indicateurs afin de couvrir l'ensemble des critères du règlement zéro déforestation. Et le cacao certifié est déjà traçable, c'est-à-dire qu'il est possible d'avoir les coordonnées GPS des parcelles de production. Donc, les grands opérateurs mondiaux, qui sont une dizaine, ont mis en place leur propre système de traçabilité et de durabilité depuis pas mal d'années. Et puis, il y a aussi de nombreuses entreprises sociales et solidaires ou même des ONG qui travaillent dans le secteur du cacao. Oui, en général, ces social business n'ont pas beaucoup d'intermédiaires. C'est l'intérêt. Elles ont des liens directs avec des groupes de petits exploitants et des coopératives. Et puis, elles introduisent de bonnes pratiques sociales et environnementales et la traçabilité des productions. Donc, ces acteurs devraient globalement être sur la bonne voie pour se conformer au règlement zéro déforestation en 2026. C'est aussi le cas des pays et puis des opérateurs qui se concentrent sur le cacao biologique, comme par exemple au Togo et à Sao Tomé et Principe. Il faut aussi mentionner que la Côte d'Ivoire, sous l'égide du Conseil Café Cacao et le Ghana avec le Cocoa Board, Ghana Cocoa Board, ont décidé de mettre en place des systèmes nationaux de traçabilité. Oui, ces systèmes publics de traçabilité permettent de cartographier les producteurs et les parcelles de cacao. Cela permet de connaître le secteur et de savoir qui produit quoi. Au Cameroun, il y a aussi un système national, qui est une initiative publique-privée
et qui devrait également être bientôt finalisé. Mais Élodie, la mise en conformité avec le règlement zéro déforestation pourrait quand même être difficile dans certains pays. Oui, c'est vrai. C'est le cas probablement de la RDC, du Congo-Brazzaville, de la Sierra Leone, du Libéria et du Nigeria. En raison d'abord de la gouvernance du secteur et puis du nombre d'intervenants et d'intermédiaires sur l'ensemble de la filière, du petit producteur à l'importateur. Les petites entreprises et coopératives pourraient aussi avoir des difficultés à s'y conformer par manque de ressources. Pour certaines, le règlement zéro déforestation est un vrai défi. C'est vrai. Celles qui pourraient avoir des difficultés à se conformer au règlement européen seront les PME et les petites entreprises nationales et certaines coopératives qui n'ont pas beaucoup de capacité. Et puis celles qui ne sont pas liées aux principaux réseaux commerciaux ou qui dépendent de nombreux intermédiaires. C'est là qu'un système public de traçabilité nationale paraît intéressant. Oui, mais cela ne peut pas être déployé partout parce que c'est très coûteux. Et puis, parce que le règlement européen ne le demande clairement pas. Je rappelle que c'est aux opérateurs de fournir les données GPS des parcelles et les informations sur les petits producteurs et sur les pratiques sociales et environnementales. Et puis, on voit aussi qu'il y a des cas de contrebande de cacao qui peuvent apparaître. Par exemple, dans les pays qui n'ont pas une filière très organisée ou qui ont peu d'acteurs, comme au Libéria, où les producteurs de cacao sont 40 000 environ, ou au Congo-Brazzaville, où on en compte 20 000. Ou bien dans les pays qui sont confrontés à des problèmes d'infrastructure, tels que l'absence de route, tout simplement. Oui, c'est vrai, il y a du cacao en provenance du Congo-Brazzaville ou de RDC qui est introduit en contrebande au Cameroun, ou du cacao en provenance du Libéria ou de Guinée-Conakry qui sort de ces pays vers la Côte d'Ivoire, qui dispose des infrastructures routières et d'acteurs organisés. Mais il y a aussi du cacao ivoirien volé qui passe en contrebande au Libéria ou ailleurs parce que les prix y sont plus intéressants. Les prix fixés aux cacaoculteurs par le Conseil café-cacao ivoirien ou par le Cocoa Board au Ghana sont en effet plus bas que ceux que l'on peut trouver dans certains autres pays d'Afrique de l'Ouest ou au Cameroun. Oui, c'est parce que le secteur est libéralisé dans les autres pays, dans lesquels les filières sont très informelles. Et les trafics entre pays frontaliers restent souvent importants, mais cela va avoir des conséquences sur la traçabilité du cacao, évidemment. Mais au-delà de la contrebande, il y a de nombreux autres défis liés à la conformité du secteur du cacao au règlement zéro déforestation. Oui, certains sont liés à la disparition ou à la dégradation des forêts. On a aussi des plantations sur des terres qui sont illégalement déboisées, même dans des aires protégées. On sait que la Côte d'Ivoire et le Ghana font face à cette situation, par exemple. Il y a aussi diverses questions sociales qui se posent, comme un prix équitable à payer aux petits paysans. Mais en Côte d'Ivoire et au Ghana, comme on l'a dit, les prix bord champ, c'est-à-dire payés au bord du champ, sont fixés par l'État. Oui, et si les prix ont augmenté récemment, ils restent globalement assez faibles et la pauvreté est encore importante chez les cacaoculteurs. Raison pour laquelle ils tentent aussi de s'installer ou de vendre leur production dans les pays voisins qui ont des secteurs libéralisés, comme je l'ai dit, et où les prix sont supérieurs. Autre enjeu, évidemment, dont on parle beaucoup dans le secteur du cacao, le travail des enfants qui prévaut dans de nombreux endroits. Absolument. Des efforts ont été engagés, par exemple, avec l'initiative Cacao Durable de l'Union européenne lancée en 2020. Elle a réuni de nombreux acteurs économiques qui ont mis en place des systèmes de surveillance sur le travail des enfants et développent des écoles localement. Cependant, ce sujet du travail des enfants reste malheureusement prégnant. On voit aussi que la question des conflits fonciers reste une problématique majeure, au Libéria par exemple. C'est malheureusement le dernier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir encore une forêt primaire préservée. On considère que 70% de l'ensemble de la forêt primaire d'Afrique de l'Ouest se trouve au Libéria. Et depuis plusieurs années, il y a une arrivée massive d'Ivoiriens et de Burkinabés qui déforestent pour développer la production cacaoyère au Libéria. Et cela risque rapidement de créer des conflits majeurs entre communautés.
Ce risque de migration des agriculteurs ivoiriens, burkinabés ou ghanéens vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale est problématique, non seulement pour de potentiels conflits fonciers, mais aussi en termes de déforestation. Oui, ce qui est tout à fait vrai au Libéria est en train d'émerger au Congo-Brazzaville, mais aussi probablement en Guinée, Sierra Leone, Cameroun, et dans des endroits où ils peuvent s'installer. Mais cela a lieu à plus petite échelle pour le moment. Et ces acteurs ont tendance à promouvoir les mêmes techniques de monoculture du cacao qui ont été soutenues en Côte d'Ivoire il y a plus de 30 ans et qui ont un impact énorme sur la déforestation. Alors effectivement, les risques sont grands que le secteur du cacao continue à avoir un impact sur les forêts tropicales du continent africain. Et à l'avenir, l'augmentation de la production de cacao pourrait avoir encore plus d'impact sur la déforestation en Afrique, dans des pays où la production n'est pas encore très importante. Et puis on constate des conflits régionaux, au Cameroun ou en RDC. Oui, et il est évident que la conformité et la preuve de la conformité des productions de cacao au règlement zéro déforestation risque donc d'être compliquée dans ces pays, non seulement sur les questions sociales et environnementales, mais aussi sur les exigences de traçabilité, sur la contrebande et la lutte contre la corruption, bref, sur tous ces sujets. Certains disent que la culture du cacao devrait disparaître en 2050 à cause du changement climatique. Est-ce vrai ? Est-ce que l'Afrique restera un continent important pour la culture du cacao dans les années à venir ? Alors, je ne sais pas si la culture du cacao va disparaître. En tout cas, l'Afrique est et restera probablement, dans les années à venir, un lieu clé pour la production de cacao. Mais avec les enjeux liés au changement climatique, ce qu'on sait, c'est que les pratiques de monoculture en Côte d'Ivoire et au Ghana sont quand même remises en cause. Et l'agroforesterie est de plus en plus promue. Cependant, en raison des défis auxquels sont confrontés ces deux principaux producteurs de cacao, avec en particulier la baisse des récoltes, d'autres pays devraient voir leur production augmenter, non seulement en Afrique, mais aussi probablement en Amérique du Sud et en Asie. Dans les pays tropicaux. Oui, et les opérateurs cherchent de toute façon, comme on l'a vu, à diversifier leur sourcing, afin de réduire leurs risques liés aux aléas climatiques. Donc ils cherchent aussi à disposer de plus en plus de diversité dans les variétés de cacao, les arômes, les saveurs, comme celles d'Afrique centrale, qui sont des variétés anciennes et qui poussent généralement sous couvert forestier. Finalement, est-ce que le règlement zéro déforestation pourrait être à l'origine de perturbations du marché mondial du cacao ? C'est une bonne question. En fait, il y avait des craintes que les acteurs de la filière cacaoyère ne soient pas en ligne avec les obligations du règlement et qu'ils cherchent des marchés moins contraignants que le marché européen. Mais le marché européen, c'est le principal marché pour le cacao. On reste les plus gros mangeurs de chocolat au monde. Et 2, les principaux opérateurs étaient déjà bien avancés sur les sujets de durabilité, d'engagements sociaux et environnementaux et de traçabilité, avant l'adoption du règlement zéro déforestation. Toutefois, il est évident que les achats de cacao vont certainement augmenter en Asie parce que les consommateurs y prennent goût. Oui, c'est vrai. Et est-ce que le règlement zéro déforestation va avoir des impacts négatifs pour les cacaoculteurs, c'est-à-dire les petits paysans ? D'abord, il faut comprendre que même si l'Union européenne achète 56% du cacao mondial, qu'il y a évidemment des marchés pour du cacao non tracé. Certains autres pays acheteurs n'ont évidemment pas les exigences européennes. Mais on pense qu'il ne devrait pas y avoir de distorsion du marché du cacao à court terme, parce que les plus gros opérateurs dans le secteur sont des multinationales qui sont déjà engagées dans des pratiques durables et pour un cacao qui ne contribue pas à la déforestation. Donc même s'il reste encore du chemin à parcourir, des bonnes pratiques sont en train d'être mises en œuvre, au moins quand elles vendent leur cacao aux pays européens. Il faut comprendre qu'avec ce règlement zéro déforestation, on veut obliger les donneurs d'ordre à bien se comporter et à vérifier leur chaîne d'approvisionnement. C'est par ce biais que l'on espère inclure les petits producteurs. Et ainsi, le règlement zéro déforestation, plutôt que d'être un risque pour les petits cacaoculteurs,
pourrait en fait être une opportunité de promouvoir les meilleures pratiques dans les pays producteurs. Et en particulier dans ceux qui ont encore une couverture forestière importante, donc dans les pays du bassin du Congo. Mais certains pays et opérateurs seront mieux préparés que d'autres. Et il est possible qu'il y ait des perdants parmi les cacaoculteurs, les intermédiaires ou les petits opérateurs. Oui, toutefois, le règlement zéro déforestation est aussi une opportunité de mieux structurer les filières et de professionnaliser les acteurs. Et il faut comprendre que c'est une opportunité également d'accélérer le développement des bonnes pratiques agricoles afin de préserver les forêts, mais aussi, entre autres, d'améliorer les conditions sociales des cacaoculteurs. Alors, si on revient à notre barre chocolatée préférée, a-t-elle un impact sur la déforestation en Afrique ? Il est certain qu'elle a contribué à la déforestation africaine pendant de nombreuses années. Et s'il est trop tard pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui ont perdu une grande partie de leur forêt à cause du cacao, on voit que ces deux pays investissent désormais dans des programmes de reforestation, c'est-à-dire qu'ils s'engagent maintenant à replanter des forêts. Les risques sont quand même élevés dans quelques autres pays africains. L'un d'entre eux est clairement le Libéria. Mais d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pourraient être plus concernés à l'avenir par une déforestation accélérée à cause du cacao. Mais c'est évidemment ce que les pays européens veulent éviter avec ce règlement. C'est une conclusion de mise en garde pour cet épisode sur le cacao. Merci Élodie. Merci Aïssata. Dans le prochain épisode, nous allons explorer le secteur du café. À très vite. À bientôt.